Si, en train d'écouter, il n'y a pas d'expérience, alors l'écoute est au niveau verbal. Et ceci est peu ou pas de valeur. Mais pour expérimenter, il faut une grande sensibilité. Comment pouvons-nous avoir cette sensibilité? Réponse. Seigneur. L'écoute n'est pas un acte d'expérimentation. Je vais expliquer ce que je veux dire. Si vous entendez la façon dont j'ai essayé de vous expliquer, il n'y a pas d'entité ou de centre que vous expérimentez. Écoutez avec tout votre être. Et votre être n'a pas de limite. Il ne se limite pas aux paroles de Krishnamurti. Mais si, écoutant l'orateur, écoutant cette rivière, les oiseaux, le vent entre les arbres, il entend et voit d'un centre. Dans ce cas, il expérimente, et cette expérience est ajoutée à plus, et ne peut qu'augmenter son conditionnement. Tout en écoutant et en regardant, sans aucun centre, sans traduire verbalement, ce qui est entendu et voit, cesse complètement l'idée d'expérimenter. Il n'y a donc que le fait, et pas vous ressentez le fait. Cela peut nécessiter une meilleure explication. Vous pouvez regarder une fleur de deux et différentes manières. L'ouvrir botaniquement, c'est avec toutes les connaissances et les informations concernant les fleurs collectées dans les livres, etc. Regardez la fleur avec ses connaissances et, à travers elle, éprouve la nature ou les conditions particulières de l'existence de la fleur. C'est une façon de regarder la fleur. L'autre façon est de le regarder non pas du butin, de le regarder sans connaissance. Comprenez-vous ce que je veux dire par chercher sans connaissance? Regarder sans connaissance que sa femme, ses enfants, les faits se produisant dans les relations, c'est les voir sans les peines, les inimitiés, les cruautés, les insultes. Les impositions ont déjà connu des impositions, ont déjà connu des impositions. Tout ce qui fait partie des connaissances a disparu. Et vous regardez directement ce que c'est. Ce même aspect dans lequel il n'y a pas de nouvelle expérience est la plus haute forme de sensibilité. La personne qui éprouve un Occident n'est pas sensible. Vous pouvez dire « Oh, quelle beauté, quelle merveille !» et être extatique avec le coucher du soleil, mais cette personne n'est pas sensible. Être sensitive implique un état d'esprit dans lequel le fait n'existe que, et pas vos souvenirs concernant le fait. Cette perception, cette écoute de chaque instant a un effet extraordinaire dans la vie. Ne vous laissez pas arracher par l'intensité ou l'enthousiasme de l'orateur. Ne soyez pas fascinés, mais notez, écoutez et découvrez par vous-même. Question. Même si je ne suis pas devenu une autorité pour nous, ne nous influence pas leurs paroles, leurs manières, leurs gestes, etc. Réponse. J'ai dit que chaque forme d'influence, même l'influence de cet orateur, est destructrice. Lorsqu'ils sont influencés, ils sont détruits. Il devient un soldat, un suiveur, un automate, mais sans comparer, juger ou évaluer, écoutez pour découvrir individuellement ce qu'est le fait réel. Si ce qu'il dit est vrai ou faux, dans ce cas, il dépasse toute autorité. En plus de toute influence, peu importe qui elle est. Messieurs, quand je parle d'influence, je me réfère à toutes sortes d'influences, et non à une certaine influence. Lorsque nous entendons, nous devons être intensément conscients pour ne pas nous laisser influencer ou mener. Ici, il n'y a pas de forme de publicité. Je n'essaye pas de vous convertir en quoi que ce soit. Ce serait horrible. Je marque simplement ce qui semble être des faits psychologiques. Et vous pouvez accueillir ou arrêter d'accueillir ce que je dis. En ce qui concerne les faits, alors, bien sûr, vous devez les écouter non pas parce que je dis, mais simplement parce que ce sont de vraies choses. Mais il est d'une importance primordiale à la façon dont un fait est entendu. C'est un fait, par exemple, qu'un train passe. L'important est d'entendre le bruit du train sans y résister. Parce que le moment où il résiste, il est influencé. Mais si vous pouvez être conscient de ce bruit, tout comme vous essayez de le marmonner d'un ruisseau ou d'un vent entre le feuillage, si vous pouvez voir, entendre un fait sans résistance, soyez quelque chose dit par votre femme, par votre enfant,
Pour un chargé, soyez un dicton, le conférencier découvrira ensuite par vous-même qu'il peut surmonter toute influence, ce qui peut complètement se débainfluence de l'influence. Question. Lorsqu'il y a une intégration complète de l'esprit, des émotions et du corps, n'y a-t-il pas cet état d'amour? Réponse. Que signifie le mot intégration? Cela signifie unir ou s'harmoniser en réunissant différentes parties. Maintenant, il ne peut pas intégrer le corps, l'esprit et les sentiments, car ils sont toujours fragmentés. Il n'est pas possible de rassembler ce qui est fragmenté par un conflit intérieur. Tant la gentillesse de prêter attention à cela. Nous aimons tous beaucoup cette intégration de mots. Les politiciens l'emploient, s'appliquent aux psychologues, et nous bavardons et discutons également de différentes manières sur ce mot. Nous intégrons. Il suppose une entité qui rassemble les différentes parties. Une entité extérieure ou intérieure qui place les fragments en position juste. Bien qu'il y ait l'entité à intégrer, il n'y aura pas d'intégration, car il y a une contradiction, une division entre l'entité et les pièces séparées, entre l'idée et le fait. Il y a un conflit créé par l'effort qui est fait pour rassembler les différents fragments, et toute intégration n'a donc rien fait. Bien que beaucoup nous en parlons, l'intégration n'est pas possible. Mais s'il est en profondeur le problème et l'impossibilité d'intégration est compris, alors qu'il existe une entité qui cherche à rassembler les fragments, si vous avez pleinement compris, vous verrez qu'il existe une opération très différente. Il n'y a aucune entité du tout et donc pas de contradiction. Et donc il y a l'harmonie. Ce n'est que dans cet état, exempté d'efforts, de fragments à rassembler, où la perception est totale et sensible. Ce n'est qu'alors qu'il y a la possibilité. Nous avons parlé pendant des jours de la vitalité et de la force de la vertu. Et maintenant, je veux examiner plus profondément la question de l'énergie. La nécessité d'énergie non créée par les conflits ou la résistance. Cette énergie est d'une importance primordiale, car nous devons approfondir cet état qui transcende toute l'expérience et n'est pas une question de foi. Mais d'abord, je pense que nous devrions encore clarifier l'intention de ces réunions. Cet orateur n'est intéressé par aucune sorte de propagande. Il ne veut pas se convertir à une certaine manière de penser ou de normes d'action, ni d'essayer de créer une atmosphère ou un environnement spécial dans lequel l'individu peut produire cette énergie totale. Mais il y a sans aucun doute, au-delà de la raison et de la pensée, une énergie qui se manifeste lorsque le conflit est éliminé de toute nature. Le conflit lui-même génère une certaine forme d'énergie, née de réaction, de résistance, de répression et de contradiction, mais c'est nécessaire que le conflit disparaisse complètement, de sorte que cette autre énergie existe. Eh bien, avant de nous lancer dans la question concernant la vidange de tous les conflits, toutes les idées et tous les concepts, la fonction devrait être très claire, si je peux utiliser un tel mot. Et en tant qu'auditeur, à quelle performance? Écoutez-vous uniquement dans le but de vous adapter à ce que vous dites? Écoutez-vous le but de trouver des défauts et des contradictions dans les mots de l'orateur? Cherche à créer à la suite de ce qui dit un modèle d'action personnelle. Tout en écoutant ce qui se passe dans la réalité dans votre esprit, je veux parler de quelque chose d'extrêmement sérieux, et que, s'il est compris, il peut produire une révolution immédiate dans l'esprit. Je veux entrer dans cette question un peu étendue et profondément. Si vous ne semblez pas la présomption de ma part, donc je m'exprime. Et c'est pourquoi je souligne l'importance de vérifier quel est l'état de votre propre esprit tout en m'écoutant. Seul vous suffit d'écouter les mots et d'essayer de relier ou d'ajuster ce que vous savez déjà ce que vous dites. Êtes-vous paresseux? En cette agréable matinée, comme pour tuer le temps, cherchez des divertissements dans le sens spirituel ou religieux, si appelé. Ou regardez-vous simplement votre propre esprit, explorant vos coins cachés, vos recoins obscurs et les régions inconnues. Si vous observez vraiment votre propre esprit, alors vous et moi, en tant qu'individus, nous pouvons produire ensemble cette chose dont je parlerai. Mais pour cela, il faut un état de surveillance et d'attention complète. Il n'y a pas d'attention chaque fois qu'il y a une sorte de résistance. Il n'y a pas d'attention s'il y a un effort ou du mal à comprendre.
Si vous voulez comprendre quelque chose, vous devez appliquer toute votre attention. Pour découvrir le contenu de ce qui sera dit, il s'efforce pour votre corps, votre esprit, vos émotions, tout votre être d'être consacré à cette fin. Ensuite, vidant l'esprit de son contenu total, il découvrira par vous-même qu'il manifestera une énergie extraordinaire. Cela peut sembler absurde ou impossible, ou de simples fantasmes. Mais nous n'occupons pas d'idées, nous nous engageons avec des faits. Les faits qui vérifient vraiment dans notre propre esprit. Pour percevoir la signification de ces faits, nous devons être conscients, nous réaliser, gérer chaque mouvement de pensée, sans que nous cherchions du tout à le corriger ou à le modifier. Et donc, conscients, nous pouvons commencer à enquêter sur le conflit intime de chacun de nous. Le conflit, sous quelque forme que ce soit, à l'extérieur ou intérieur, détruit la clarté. Et seule la clarté peut arriver à cette énergie à laquelle je me réfère. Il existe deux types d'énergie. L'énergie générée par la résistance, la contradiction, les conflits dans nos relations quotidiennes, qui produisent certaines activités dans lesquelles nous connaissons tous. Et il existe un autre type d'énergie qui ne résulte pas de la résistance, de la contradiction et des conflits. Mais on ne peut pas passer d'un type à un autre sans comprendre le conflit. Pourquoi tant qu'il y a des conflits de quelque nature que ce soit et aussi subtils que cela puisse être, il ne peut pas y avoir de véritable énergie. Cette énergie ne devient possible qu'avec la fin totale du conflit. Et on ne peut pas mettre fin au conflit quand on a une raison. Le désir de réaliser une énergie authentique. Bien sûr, nous avons tous une énergie physique et mentale à des degrés divers. Comme la plupart des habitants de l'Ouest vivent physiquement avec un peu de confort et bien nourris, et profitent d'un certain temps libre, ils ont généralement plus d'énergie physique que les habitants de l'Est, où il y a moins de nourriture et plus d'inconfort et de population excessive. L'énergie physique, bien sûr, est nécessaire, mais nous parlons maintenant d'énergie mentale, sans laquelle nous ne pouvons pas avoir un esprit pénétrant, clair, capable de penser sainement, sans tendance, ni ambiguïté, sans idées fantastiques, romantiques ou illusoires. Et il ne peut y avoir que cette énergie, cette clarté mentale, quand il n'y a aucun conflit d'aucune sorte. Comme vous le savez, le conflit épuise l'esprit. Le conflit suppose un problème humain, et chaque problème humain, à tout niveau, un problème sexuel, un problème économique, un problème de relation, un problème de vertu, un problème de mort. Tout problème, enfin, provoque un gaspillage d'énergie mentale et empêche la clarté de perception. Est-il possible de vivre dans ce monde sans aucun problème? Nous pouvons nous voir, mais si nous comprenons l'essence du conflit, permettez-moi de dire que vous n'écoutez pas le but d'atteindre un certain état mental ou de capturer une certaine vitalité, avec quoi faire face à votre vie quotidienne. Écoutez le but de découvrir vos propres problèmes. Et cela signifie prendre conscience de vos propres activités et contradictions. Quand on parle contradiction, conflit intérieur, alors que nous avons une idée, un concept, un modèle d'action, une cible, un idéal. Parce qu'une telle chose est irréelle, ce n'est pas un fait. Le fait est une chose, et l'idée en ce qui concerne le fait, une autre chose. Et cette division génère le conflit. Je ne comprends pas le fait, ce que nous sommes vraiment. Nous avons créé une idée, un schéma de la façon d'être bon, de ce que devrait être notre état intérieur. Nous avons créé le prototype, le héros, l'exemple, l'état parfait. Et nous avons du mal à rapprocher notre vie de cet idéal. Et je suis très sûr que cela créera désormais l'idée de l'absence de conflit, une idée qui deviendra le modèle. Pourquoi créons-nous le modèle? Nous créons la norme, parce que nous voulons éviter le fait, peu importe ce qu'elle est. Comme nous sommes insatisfaits et ne comprenons pas le fait, ce que nous sommes, nous créons l'idée de ce que nous devrions être. Et donc il y a une division, une contradiction. Dans le monde entier, ce processus se produit, cette évasion vers ce qu'elle est, grâce à la recherche inspirée par l'idée de ce qu'elle devrait être.
Et certainement, alors que nous nous battons pour faire une approximation entre le fait et l'idée, le conflit est inévitable. La plupart de nos actions sont basées sur des idées, non? Nous sommes motivés par la pensée que je dois ou ne devrais pas, ce qui signifie que notre action est basée sur une idée, et que nous essayons toujours de rapprocher les deux, le fait et l'idée. Parlons de l'élimination complète de l'idée, et par conséquent, de l'arrêt complet du conflit. Mais cela ne signifie pas qu'il s'endormera dans le confort dans votre propre monde, sans idéation. Au contraire, cela nécessite une perception complète de sa part. Pour moi, tout type de conflit dans les relations, l'étude, l'amour, la pensée, est nuisible parce que la sensibilité de l'esprit est d'avoir cette énergie extraordinaire qui permet à l'esprit de faire face et de résoudre tout problème, si vous avez besoin de sensibilité au plus haut degré. Tous les sens, toutes les parties de votre être doivent être totalement vivants, et cela n'est possible que lorsqu'il comprend tout un processus de conflit. C'est à ce moment que le conflit est terminé. Si je fais de temps en temps une pause, et parce que je veux savoir jusqu'où vous m'avez accompagné. Mais je ne veux pas dire que vous me suivez, que je suis votre autorité. Je veux juste savoir dans quelle mesure vous avez compris. Parce que c'est une question très compliquée. Vivre sans idée est une chose très différente de ce à quoi nous sommes généralement habitués. Nous vivons généralement avec des idées, nous vivons avec nos pensées, nos concepts, nos formulations. Mais pour moi, ce n'est pas le véritable mode de vie, car cela ne fait que des conflits, des souffrances et de la confusion. Pour vivre complètement, l'esprit doit être libre de toutes les idées pour pouvoir affronter le fait, ce qui est un moment sans l'interpréter. Mais nous sommes lourds et profondément conditionnés à ce concept de lutte. Nous vivons dans le monde idéologiquement. Nous vivons avec des idées, des héros, avec des exemples, des normes, et recherchons ce que nous devrions être. Maintenant, je propose d'éliminer tout cela. Je parle de faits et pas de simples fantasmes. Chacun, si l'observation, peut voir par lui-même que s'il y a un conflit, il y a de la confusion, le manque de clarté, la souffrance, l'angoisse et toutes sortes de perturbations. Et il est possible de vivre et d'agir sans conflit. Chacun doit agir, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi à l'intérieur. Chacun doit aller à son travail pour faire une multitude de choses. Mais est-il possible de vivre dans ce monde sans aucune idée, et donc sans conflit? Peut-il y avoir une activité où l'esprit ne se compare pas avec une idée? Vous ne savez pas si cela est possible ou impossible. Je dis que c'est possible, et que c'est la seule bonne façon de vivre. Mais cela nécessite beaucoup de compréhension. Et pour comprendre, il a besoin d'une énergie forte et pas simplement d'un vague espoir ou aspiration. L'idée, le concept, le schéma est né de la pensée qui, à son tour, est basée sur notre conditionnement. Toute notre pensée, par noble, exquise ou subtile, est le résultat de notre expérience, nos connaissances. Il n'y a aucune pensée sans le passé. Notre pensée est une simple réaction de la mémoire. Et je parle de l'action sans réaction. Autrement dit, vivre sans penser comme une réaction de la mémoire. Dans ce monde, il y a la guerre, il y a une bombe atomique. Il y a les pacifistes tellement appelés, ceux qui ne veulent pas de guerre et parlent de la proscription de la bombe. Pour eux, c'est idéal. La pompe n'est qu'un résultat, produit d'un processus historique, façonné par notre nationalisme, notre cupidité, notre ambition, nos préjugés, nos distinctions de classe, nos inclinations religieuses. Toutes ces choses ont produit la bombe. Et ce n'est pas bon de déplacer des bombes. L'important est de modifier notre mode de vie, notre façon de penser. Mais personne ne veut faire une telle chose. Personne ne veut cette révolution totale. Et c'est elle dont je parle. De la révolution totale qui n'est pas une réaction. Le communisme est une réaction au capitalisme. Par conséquent, ce n'est pas une vraie révolution. Tant qu'il y a du nationalisme, alors qu'il y a des distinctions en classe,
alors qu'il y a du patriotisme, identification d'un individu avec un groupe, ou secte politique, économique, ou religieuse, en particulier, il y aura... Afin de mettre fin à la guerre, nous devons stipuler toute cette pensée conditionnée. Je parle donc de quelque chose qui n'est pas une réaction. Comprenez-vous ce que j'entends par réaction? Vous m'insultez, dites quelque chose qui me déplace, et je réagis. Ou je suis content de ce que vous dites, et réagissez également. Mais ne sera-t-il pas possible d'entendre ce que l'autre dit sans réagir? Certes, si j'entends vérifier la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit, alors, cette perception est à l'écoute. Une action non réactive en résultat. Chaque réaction est basée sur une idée, sur un modèle de pensée. Ainsi, pour qu'une personne soit complètement libre de conflit, elle doit examiner cette question de pensée. La pensée, en réalité, est mécanique et ne peut jamais être libre. La pensée peut aspirer, créer, imaginer, mais ne peut jamais être libre. Le produit qui provient de notre conditionnement, de notre mémoire et de notre connaissance du passé. Regardez les faits sans réaction. Intérieurement et extérieurement, il suppose de les regarder sans réfléchir. Direz-vous peut-être, de quoi parle ce gars? Ce ne sera absurde que s'il ne résulte pas du début de ce que nous avons considéré ensemble. Si vous obtenez simplement une phrase, comme vivre sans réflexion, cette phrase, bien sûr, semblera stupide et absurde. Mais si vous êtes observé en vous-même, chaque mouvement de pensée et de sentiment, agréable ou désagréable, si vous n'avez aucune observation-réaction sans réfléchir. Mais cela nécessite une lucidité extraordinaire. Savez-vous ce que j'entends par sensibilisation? La conscience consiste à voir la secousse de ces feuilles dans le vent et à écouter les eaux de l'eau de ce ruisseau. C'est pour observer la luminosité des nuages et l'approfondissement des ombres. Est conscient de toutes les personnes ici, avec leurs costumes de différentes couleurs, leurs diverses opinions, leurs différentes expressions physiognomiques, et percevez tout cela, ainsi que leurs propres réactions, les réactions de préjugés, de sympathie et d'antipathie. C'est observer et tout écouter, sans choisir, sans interpréter, sans condamner, ni justifier. Et cela signifie que vous avez compris votre propre parcours, votre propre conditionnement. Après tout, nous avons été informés de condamner, d'accord ou de désaccord, de comparer, de justifier et de résister. C'est tout ce que nous savons. Et c'est notre expérience, fond créé par notre éducation, à l'école et les mains de la société. Nous considérons les Allemands, l'anglais, le français, les catholiques, les protestants et les hindouistes. La personne qui souhaite comprendre le conflit, aucune cible n'a et donc aucune frustration. Nous nous sommes retrouvés surtout dans un état de frustration. Nous souhaitons devenir un musicien célèbre, grand homme d'État. Nous voulons être ceci ou cela. Mais nous ne sommes pas suffisamment capables, suffisamment solignés ou autres. Nous souhaitons nous remplir, mais nous sommes empêchés par les circonstances, les idées, notre propre manque de capacité, notre désir de sécurité, et ainsi nous nous voyons frustrés. Et même lorsque nous remplissons, il y a toujours dans ce remplissage de l'ombre de la frustration. J'espère que cela ne suit pas simplement mes paroles, mais vous regarde. Vivre sans la cible, vivre sans désir de vous remplir, nécessite une compréhension. Cela signifie faire face à des faits, ce qui survient réellement à l'esprit. Et quand l'esprit se connaît, quand elle a observé et compris, il voit que tous les conflits ont été éliminés, et le vide qui en résulte vient cette énergie qu'il nous est absolument nécessaire de procéder. Divisé dans lequel nous sommes par conflit, nous nous voyons généralement dans la souffrance, la confusion, et donc nous avons une énergie mentale rare. Mais après que l'esprit a été vidé de tous les conflits, ayant compris tout le processus de pensée, d'idéation, de culture de concept, d'idéaux, de prototypes, etc. Ce vide vient d'une énergie qui vit d'un moment à l'autre, du jour par jour, et l'esprit peut le faire sans frustrer et sans crainte. Ce n'est qu'alors qu'il y a une vraie paix intérieure.
Ce n'est pas une paix produite. La paix qui a été produite, la paix disciplinée, est une chose sans vie. Et c'est pourquoi la plupart des religieux sont tués intérieurement. Lorsqu'il n'y a pas de conflit mental, car l'esprit s'est compris, cette énergie qui ne cherche plus d'expérience, qui va au-delà de toute expérience, se produit. Se retrouver vide, reste conscient. Il n'y a pas de coin sombre, pas de région inconnue. Il est entièrement vivant et vigilant. Se lever ensuite, vous découvrirez par vous-même que le temps a perdu tout son sens. Parce que ce n'est qu'alors que vous comprendrez ce qui est au-delà des mots, au-delà des symboles et au-delà de toute pensée. Question. Je pense que j'ai abandonné toutes les formes de préférence. Je n'ai plus de goût ou d'aversion. Est-ce surprenant? Réponse. Pas du tout, monsieur, mais il n'y a pas de grand danger là-bas. Et je ne le dis pas de vous personnellement d'une personne pour se rétracter de la vie, et donc devenir complètement insensible. Comprenez-vous ce que j'entends par sensibilité? La plupart d'entre nous veulent être sensibles à la belle et bonne musique, aux belles peintures, etc. Mais nous ne voulons pas être sensibles aux choses laides, bruyantes, sordides et peintes qui traversent les rues. Pour être sensible dans un sens, il doit être sensible dans les deux sens. Il n'y a pas de vraie sensibilité si elle est sensible à une chose et insensible à une autre. La personne insensible à quelque chose dans la vie n'est pas totalement sensible. Et ce danger me semble lorsque nous disons « Je n'ai plus de préférence ». Je pense qu'il vaut mieux être indifférent à tout ce qui se passe, indifférent à mes propres désaccords et anxiétés, mes défauts et mes conflits. Question. Question. Mon propre désir de comprendre ce qu'il dit ne constitue pas une contradiction en soi? Réponse. Maintenant, vous vous comprenez, pas l'orateur. Et donc il ne peut y avoir de contradiction. Mais s'il entend, il cherche à mordre ses pensées, ses aspirations, selon ce que dit l'orateur. Dans ce cas, il doit y avoir une contradiction. Monsieur, je pensais que j'avais dit très clairement dès le début que je ne définis pas d'idée, je ne fais pas de publicité un nouveau système de pensée ou une nouvelle forme d'action. Signez-le. À quel point il est essentiel que vous soyez complètement conscient de vous-même. J'explique ce que signifie être au courant. Cette explication est raisonnable, logique, saine. Comme vous le voyez si vous obtenez vos propres particularités et activités. Cela ne suit personne, car il n'y a aucune autorité ici. Au moment où il y a une autorité qui essaie de comprendre, vous êtes dans un état de contradiction et de conflit. Et c'est ainsi que toutes les tribulations commencent. Interprétation. Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire? Réponse. Je ne sens pas pouvoir le répéter, mais je peux m'exprimer différemment. Voir, Seigneur. Arrivions-nous à voir qui nous dit ce que nous devons faire? Ayons-nous l'habitude de suivre quelqu'un? C'est devenu notre habitude de nous évaluer pour ce que le prédicateur dit, l'instructeur, le sauveur, qui par hypothèse sait de quoi il parle. Nous disons que nous devons le regarder avec révérence, et je dois le suivre. Et c'est ainsi que nous établissons l'autorité. L'idéal et la contradiction entre cet idéal et ce que nous sommes vraiment inévitable est inévitable. Mais ici, il n'y a pas d'idéal, pas d'autorité. Au contraire, nous sommes intéressés à comprendre. Et nous sommes des entités complexes, nous sommes la totalité de la vie, le résultat de siècles de lutte humaine, le référentiel de toute pensée, de chaque conflit. Ici, il ne s'agit pas de comprendre l'orateur. Mais oui, pour que vous puissiez l'utiliser comme un miroir que vous pouvez regarder. Un instant, monsieur. Je n'ai pas encore fini. Je sais que vous avez des questions à poser, mais la difficulté est qu'elle est si anxieuse à propos de votre propre question qu'elle ne fait pas attention à la question précédente. Faites un peu d'attention. Le monde, il est grillé par l'autorité. L'autorité du prêtre, le politicien, l'expert, mais les autorités ne peuvent pas vous aider à vous comprendre. Et si vous ne vous comprenez pas,
cela ne peut pas être libéré du conflit. Bien que je fréquente le temple, même s'il médite ou reste le reste de ma vie avec votre tête sur le sol et les jambes en l'air, vous êtes le monde. C'est le résultat de siècles du processus historique et également le résultat de son environnement immédiat. Et si vous ne comprenez pas, si vous ne cassez pas tout, le détruisant complètement pour aller trop loin, vous devriez commencer par le plus proche. Et que c'est la compréhension de vous-même, pour vous enseigner sur ce long voyage à la nécessité de l'extinction de tous les conflits. Quand il regarde un sentiment donné, ce sentiment se termine, et il y a alors un état d'attention qui entraîne une nouvelle qualité d'énergie. C'est ce que tu veux dire? Réponse. Quand il regarde un sentiment, l'important est de vérifier comment il l'observe. Suivez ceci, s'il vous plaît. Voyez-vous le sentiment comme quelque chose de séparé de vous? Certainement oui. Je ne sais pas si vous avez vécu, et j'ai trouvé que lorsque vous regardez un sentiment, ce sentiment se termine. Mais même si le sentiment est terminé, si un observateur, un spectateur, un capteur, un penseur, qui reste séparé du sentiment, existe toujours, il y a toujours une contradiction. Il est donc très important de comprendre comment un sentiment est observé. Prenez par exemple un sentiment très commun, une jalousie. Nous savons tous que c'est. Eh bien, lorsque vous regardez ce sentiment, vous êtes l'observateur de la jalousie, comme une chose distincte de vous-même. Essayez de modifier la jalousie, changez-la, justifiez-la, etc., etc., etc. Il y a donc un être, un capteur, une entité séparée de la jalousie à laquelle il observe. Momentanément, la jalousie peut disparaître, mais elle revient. Et cela revient parce que cela ne réalise pas vraiment que la jalousie fait partie de son être. Vous êtes de la jalousie? Ce sentiment n'est pas quelque chose d'intervalle. Quand il est jaloux, tout votre être est jaloux, puisqu'il est envieux et passionné en possession. Veuillez ne pas dire « Il n'y a aucune partie de moi qui est céleste, spirituelle, et donc sans jalousie ». Lorsque vous vous trouvez vraiment dans un état de jalousie, il n'y a que de la jalousie et rien de plus. Par conséquent, il est important de savoir comment regarder, comment entendre. Regardons cela plus en détail. Lorsqu'une personne est jalouse, observez ce qui se passe. Ma femme ou mon mari regarde quelqu'un d'autre et vient un certain sentiment, associé à cette frivolité, à celui que nous appelons l'amour. Ou il y a quelqu'un plus intelligent que moi, ou a un corps plus beau, et encore une fois, cette sensation est présentée. Au moment où cela se produit, j'appelle le sentiment. Voir, s'il vous plaît, quoi cela se produit. Suivez étape par étape. C'est un processus psychologique très simple, car vous devez savoir si vous l'avez observé en vous-même. J'ai un certain sentiment et vous donne un nom. Je vous donne un nom parce que j'ai besoin de savoir ce qu'il est, et je l'appelle la jalousie. Et ce mot est le produit de ma mémoire du passé. Le sentiment lui-même est une nouvelle chose qui s'est soudainement manifestée, spontanément, mais je l'ai identifié en lui donnant le nom. Donnant son nom, je pense que j'ai compris. Et donc, que s'est-il passé? Le mot a interféré avec mon observation du fait. Je pense que j'ai compris le sentiment en l'appelant la jalousie, mais en fait, je ne l'ai fait que dans la structure des paroles de ma mémoire, ainsi que toutes les anciennes impressions, explications, condamnations et justifications. Mais le sentiment lui-même est nouveau. Ce n'est pas une chose d'hier. Cela ne devient hier que lorsque je lui donne un nom. Si je regarde sans vous nommer, alors il n'y a pas de centre d'où je cherche. Voyez-vous cela? Toi, vous efforcez-vous autant que moi? Ce que je dis, c'est que le moment où nous appliquons un nom, un label, ce sentiment, nous l'adaptons à la structure du vieil homme. Et le vieil homme est l'observateur, l'entité distincte, composée de mots, d'idées, d'opinions, sur ce qui est correct et de ce qui est incorrect. Par conséquent, il est très important de comprendre le processus de dénomination et de perception de la façon dont le mot « jalousie » survient instantanément. Mais
S'il ne nomme pas le sentiment, et cela nécessite une perception extraordinaire et une grande somme de compréhension, alors vous verrez qu'il n'y a pas d'observateur, pas de penseur, il n'y a pas de centre de l'endroit où vous jugez, et que vous ne différez pas du sentiment. Il n'y a pas de vous qui ressentez le sentiment. La jalousie, en presque tous, est devenue une habitude, et comme chaque habitude, a une continuité. Briser l'habitude signifie simplement le percevoir. Faites attention à cela. Ne dites pas « c'est terriblement d'avoir cette habitude, je dois le changer » et en être libéré, mais soyez conscient de lui. Être conscient d'une habitude. Être conscient d'une habitude signifie ne pas le condamner, mais simplement l'observer. Si vous aimez une chose, regardez-la. Ce n'est que lorsque je ne l'aime pas que le problème se pose de la façon de s'en débarrasser. En utilisant le mot amour par rapport au sentiment que nous appelons la jalousie, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Aimer la jalousie, c'est ne pas rejeter ou condamner ce sentiment. Ce n'est pas alors la séparation entre le sentiment et l'observateur. Dans cet état de perception totale, s'il s'approfondit sans mots, vous constaterez que vous avez éliminé ce sentiment généralement identifié avec le mot jalousien. Arrêtons-nous ici. Ce matin, nous parlions d'un sujet vraiment sérieux. Nous vivons dans un monde ambitieux de concurrence, le culte du succès, dans un monde où tant de gens veulent être célèbres, de devenir des écrivains, des peintres, des scientifiques, de grandes personnalités. Tous ces éléments vivent dans un état de conflit contradictoire et tendu. Cette tension produit certaines activités, et si la personne est dotée les aptitudes, peuvent devenir un écrivain ou un peintre à succès, un scientifique ou un politicien. Mais cet état tendu et contradictoire ne produit pas de clarté. Il ne fait que souffrir de l'impulsion de cette tension. Une personne peut aller à l'église, adorer Dieu, mais cela ne signifie rien. Dieu ne peut pas être trouvé lorsqu'il y a une tension, en cas de contradiction, mais seulement lorsque l'esprit est vide de toutes les formes d'idées, d'imagination, de contradiction et de conflit. Et dans ce vide, une grande beauté et une vitalité extraordinaire prévalent. Nous avons parlé de l'action sans aucune idée, car, comme je l'ai souligné, la pensée est une réaction de notre mémoire. La pensée est toujours limitée et conditionnée par le passé et ne peut donc jamais produire la liberté. Je considère qu'il est important de comprendre ce fait. Psychologiquement, il ne peut y avoir de liberté si le processus de pensée défensif n'est pas entièrement compris. Et la liberté, qui n'est pas une réaction à quelque chose, ni ne signifie que l'opposé de la non-liberté, est essentielle, car ce n'est que dans la liberté que nous pouvons faire des découvertes. Seul l'esprit libre peut percevoir le vrai. La vérité n'est pas quelque chose qui a une continuité et peut être maintenu par la pratique ou la discipline. Cependant, c'est quelque chose de perceptible en un éclair. Cette perception de la vérité ne se produit pas grâce à une forme de pensée conditionnelle et il est donc impossible pour la pensée d'imaginer, de concevoir ou de formuler le vrai. Pour bien comprendre ce qui est vrai, il a besoin de liberté. Pour la plupart d'entre nous, la liberté n'est qu'un mot ou une réaction ou une idée intellectuelle que nous servons d'évasion à notre esclavage, à nos souffrances, à notre routine quotidienne ennuyeuse. Mais ce n'est en aucun cas la liberté. La liberté n'est pas obtenue par la recherche. Car la liberté ne peut pas être recherchée. Il ne faut pas trouver. Seule la liberté vient lorsque nous comprenons tout le processus d'esprit qui crée leurs propres barrières, leurs propres limites, leurs propres projections à partir d'un contexte conditionné et conditionnel. Il est très important que l'esprit religieux comprenne ce qui est au-delà de la parole, au-delà de la pensée, au-delà de toute expérience. Et pour comprendre ce qui transcende toute expérience, à être avec elle, voir profondément, en un éclair, l'esprit doit être gratuit. À propos de tout cela, nous avons déjà parlé et vu comme l'idée, le concept, le modèle, l'opinion, le jugement, ou toute discipline formulée, empêche la liberté d'esprit. Et cette liberté apporte le sien à la discipline, qui n'est pas la discipline du conformisme, de la répression ou de l'adaptation, mais une discipline non produite par la pensée pour une raison.
Certes, dans un monde déroutant, où il y a tellement de conflits et d'émergences, certainement dans un monde déroutant, où il y a tellement de conflits et de souffrances, il est urgent de comprendre que la liberté est l'exigence primordiale de l'esprit humain, et pas le réconfort, pas le moment de plaisir du passager, ni la continuité de ce plaisir. Une liberté totale, car seul cela peut arriver au bonheur. Parce que le bonheur n'est pas une fin en soi, comme la vertu, elle dérive de la liberté. La personne libre est vertueuse, mais l'homme qui ne pratique que la vertu pour s'adapter à la norme sociale ne saura jamais ce qu'est la liberté et par conséquent ne sera jamais vertueuse. Ce matin, je veux parler de l'essence, de la nature de la liberté, de voir si ensemble nous pouvons enquêter. Cependant, je ne sais pas comment l'orateur écoute. Écoutez uniquement les mots. Écoutez le but de la compréhension. Afin de l'essayer, si cela a été dit dans ce cas, ce qui a peu de signification. L'important est d'écouter non seulement les mots, ou d'espérer ressentir l'essence extraordinaire de la liberté, mais écouter sans effort, sans se battre naturellement. Mais cela nécessite une certaine attention. Par attention, je comprends que vous êtes complètement présent avec tout l'être. Si vous entendez, vous découvrirez par vous-même que cette liberté n'est pas quelque chose à rechercher. Il ne résulte pas de la pensée ou des aspirations émotionnelles hystériques. La liberté gagne à rechercher lorsqu'il y a toute une attention. L'attention totale est la qualité d'un esprit qui n'a pas de limite. Il n'a pas de frontières et est donc en mesure de recevoir toute impression, pour voir et entendre toute chose. Et c'est possible. Ce n'est pas quelque chose de difficile. Ce n'est que difficile parce que nous nous retrouvons liés par des habitudes. Et c'est l'un des sujets dont le respect je veux parler ce matin. La plupart d'entre nous ont de nombreuses habitudes. Nous avons des habitudes et idiosyncrasies d'un ordre physique et en même temps des habitudes de pensée. Nous y croyons et ne le croyons pas. Nous sommes patriotiques, nationalistes, nous appartenons à un certain groupe ou à un certain groupe et nous sommes remontés leur schéma de pensée spéciale. Toutes ces choses deviennent des habitudes. Et l'esprit aime vivre dans les habitudes. Parce que les habitudes nous donnent sûr, donnez-nous un sentiment de sécurité, sentiment de ne pas craindre. Une fois signé dans une série d'habitudes, l'esprit semble fonctionner un peu plus librement. Mais en réalité, il n'est pas réfléchi et inattentif. Ne vous limitez pas à entendre mes mots, mais notez comment dans un miroir, votre propre esprit, pour voir à quel point vos habitudes, les habitudes qui donnent un sentiment de sécurité ne peuvent que rendre l'esprit immoté. Aussi subtils que soient-ils, et que nous les connaissions ou non, ils obscurcissent invariablement l'esprit. C'est un fait psychologique. Que cela vous plaise ou non, c'est ce qui se passe. En partie à cause de notre éducation scolaire, en partie à cause de notre conditionnement que la société nous impose psychologiquement. Et aussi en raison de notre propre indolence, notre esprit travaille dans une série d'habitudes. Si nous n'approuvons pas une certaine habitude, que nous sommes conscients, nous avons du mal à le briser, et lorsque nous cassons une habitude, nous en formons un autre. Il ne semble pas y avoir de temps où nous sommes exempts de l'habitude. Si vous observez, vous verrez à quel point vous n'êtes pas difficile dans l'habitude. Considérez une habitude très simple, que beaucoup de gens ont pour fumer. Si vous fumez et que vous voulez abandonner la fumée, l'idée de l'abandonner crée une résistance contre le tabagisme. Par conséquent, il y a un conflit entre l'habitude et le désir de le briser. Maintenant, par conflit ou résistance, il peut éliminer une certaine habitude. Mais cela n'est pas seulement libéré du processus de formation des habitudes. Le mécanisme qui les crée ne cesse pas d'exister. Et je ne parle pas comment me débarrasser d'un particulier. Et je ne parle pas comment me débarrasser d'une certaine habitude. Mais nous cessons de créer des habitudes. Je ne sais pas si cela a été observé dans l'acte de fumer. En observant, je veux dire être conscient de chaque mouvement qui fait. Alors que votre main va à votre poche, enlève une cigarette, la met dans votre bouche, revient dans votre poche pour attraper les allumettes, allume la cigarette, et alors qu'elle tire une fumée, et jette le phosphore. L'important est de réaliser tout ce processus sans y résister, sans le rejeter et sans vouloir en être libre.
être juste entier de chaque mouvement inhérent à cette habitude. Identiquement, vous pouvez être conscient de votre habitude d'envie, de l'habitude d'acquérir, de l'habitude de la peur. Ainsi, observant, vous pouvez voir ce qui est implicite dans cette habitude. Vous verrez instantanément tout ce que l'envie implique. Mais vous ne pouvez pas faire, si vous n'observez pas l'envie, entrer le temps de l'élément. Je vais expliquer ce que je veux dire. Nous pensons que nous pouvons nous libérer de l'envie progressivement et nous efforcer de le pousser peu, introduisant ainsi l'idée du temps. Nous disons « j'essaierai de me débarrasser de l'envie demain ou un peu plus tard ». Et entre les esprits, nous restons envieux. Les mots essayés et les parties prenantes sont temporelles. Et lorsque le facteur de temps est introduit, il n'y a aucune possibilité de libération de l'habitude où nous nous préparons. Nous avons tous de nombreuses expériences et chaque expérience laisse sa marque. Chaque pensée, chaque influence nous façonne en quelque sorte. Et c'est une chose essentielle de mourir pour tout ce que nous avons vécu afin que l'esprit devienne jeune, frais et innocent. Seul un esprit innocent qui, bien qu'il ait vécu des milliers d'expériences, est mort dans le passé. Elle peut seulement percevoir la vérité et transcender les créations humaines. Et la peur, me semble-t-il, est l'une des forces corrompues et destructrices qui rendent cette innocence impossible. La peur est le temps psychologique. Il n'y a pas de peur quand nous n'avons pas de temps psychologique. S'il n'y a pas de demain à laquelle nous déménageons et qu'il n'y a pas de souvenir du passé, la peur, à tout point de vue, cesse d'exister. La peur naît lorsque la pensée se projette à l'avenir ou se compare à ce qu'elle était auparavant. Psychologiquement, le temps est pensé, à la fois conscient et inconscient, et on pense que cela crée de la peur. Nous avons toutes sortes de peurs, peur la mort, la peur de tomber malade, la peur de la vieillesse, la peur de perdre les satisfactions que nous avons vécues, la peur de l'opinion publique, de ne pas remplir, de ne réussir, d'être personne. Comme nous le craignons, nous recherchons divers moyens d'évasion à l'extérieur et intérieur. Et pour la plupart d'entre nous, la religion est devenue un moyen extraordinaire de s'échapper à la peur. Pour comprendre la peur, nous devons comprendre le processus de pensée, tout le mécanisme de pensée. Comme je l'ai dit, il révèle entendre ce qui est dit sans être d'accord ou en désaccord, car nous envisageons des faits et non des idées. Nous envisageons des faits, qu'ils soient agréables ou désagréables. Et si nous sommes en mesure de considérer le fait que c'est la peur, écoutez tout le contenu, voir sa structure. Je suis tout à fait sûr que l'esprit sera dans un instant, sans peur. Mais nous ne savons pas comment entendre, car nous essayons toujours d'échapper à la peur. Nous voulons le dissoudre, découvrir un moyen de s'en débarrasser, découvrir son cause. Nous appelons la peur du fait, et le mot devient la plus haute importance. Pour cette raison, nous n'entendons jamais le fait. La découverte de la cause de la peur n'est pas la libération de la peur. Avec beaucoup d'analyse et de recherche, il est possible de connaître la cause de la peur. Mais après tout, nous continuons à craindre. Et si nous ne sommes pas vraiment exempts de peur, de toutes sortes de recherches, de tout type d'enquête, ne fera que produire plus d'illusions ou de défigurations. L'homme vraiment religieux, si je peux employer ce mot, n'a pas peur, psychologiquement et intérieurement. En tant qu'homme religieux, je comprends un homme total, pas celui qui est simplement sentimental ou qui échappe au monde, narcotisant avec des idées, des illusions et des visions. L'esprit d'un homme religieux est très calme, sain, rationnel, logique, et cet esprit dont nous avons besoin, et non d'un esprit sentimental, émotionnel et effrayant, enchevêtré dans son conditionnement spécial. Je souhaite, si possible, examiner cette question de peur de telle manière que, dans propre acte d'écoute,
l'auditeur cesse de craindre. Comme vous le savez, nous voulons être libérés de peur pour toujours. Et il n'y a rien de tel, d'être libre pour toujours. Pour comprendre cela, il est nécessaire de comprendre la continuité. Ce qui continue une chose, agréable ou désagréable, c'est d'y penser. En pensant à une chose, nous continuons. Nous continuons la peur de penser à lui. Mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas étudier le processus total de peur. Comme je l'ai dit, la peur est le temps, au sens psychologique, et le temps est pensée. Le temps est le processus de devenir. En évitant de remplir. Je suis ça et je veux être ça. Le temps est donc le facteur de la peur. Lorsque vous voyez directement en présence de quelque chose, quel que soit à ce moment-là, il n'y a pas de peur, mais de penser à vous. La pensée, elle est la réaction de la mémoire. La mémoire, dans le bon sens, est nécessaire, car sinon nous dépassons un bus en mouvement, nous prenons un serpent toxique entre nos mains. Mais lorsque la mémoire crée une réflexion comme une réaction, elle devient un obstacle et génère de la peur. C'est un fait psychologique. La mort est l'inconnu. Mais comme nous le disons que nous craignons la mort, nous n'avons pas vraiment peur de l'inconnu, mais peur de faire la connaissance. Laissons les choses que nous avons vécues, fluides et construites. La pensée est se souvenir de la réaction connue et respective. La pensée ne peut donc jamais être libre. Il n'y a pas de liberté de penser, car la pensée est toujours conditionnée. C'est toujours une réaction de mémoire. Et pour être totalement exempt de peur, il est nécessaire de comprendre la formation de la mémoire comme une continuité. En tant que mécanicien, scientifique, ingénieur, etc., il a besoin de la continuité de la mémoire. Sinon, vous ne pourriez pas remplir vos fonctions. Mais la continuité de la pensée, comme un paquet de souvenirs, me rapportait à moi et aux miens et aux réactions de cette pensée conditionnée. Tout ce temps psychologique et peur. Penser à la mort, le soudain pour mettre fin à tout ce que nous savons, génère la peur et la poursuite. Ainsi, par peur de se terminer, il est nécessaire que la pensée soit terminée. Vous pouvez dire « Oh, c'est une chose staffardique. Comment puis-je éliminer la pensée? Si vous terminez toutes les pensées, comment puis-je gagner mon gagne-pain? Comment puis-je continuer à mon travail demain? » Et il existe deux espèces de pensées différentes. Penser à remplir une fonction et penser au sens du service de cette fonction comme moyen d'acquérir une position. La continuité psychologique de la pensée qui se forme lorsque nous utilisons la fonction comme moyen d'acquérir l'autorité, la position, le prestige. C'est cette continuité qui génère de la peur. Ayez la gentillesse de m'entendre. Cela ne signifie pas que je devrais accepter ce que je dis, mais écoutez simplement. Je ne te dis pas de fable, je ne te dis rien d'extraordinaire. Je signe simplement le fait que le temps, au sens psychologique, provoque la peur. Le temps est le véhicule de la pensée. Et l'homme qui veut être complètement libre de la peur a finalement tendance à penser. Cela nécessite l'attention, pas la concentration, mais toute une attention à chaque pensée. Si vous pouvez faire attention à chaque pensée, importante ou sans importance, profondément significative ou sans beaucoup de signification, vous verrez que dans cet état d'attention totale, la fin de la pensée se produit. Nous avons des habitudes de pensée, des habitudes sexuelles, une multitude d'habitudes qui peuvent être conscientes et inconscientes. Et il est avant tout difficile de percevoir des habitudes inconscientes. Socialement et à l'école, nous sommes éduqués dans cet élément de temps. Toute notre psychologie est basée sur le temps, dans l'idée qu'il y aura enfin la fraternité et la paix. Mais pour l'instant, nous devons passer par toutes les horreurs de la guerre. Eh bien, c'est peut-être une libération instantanée de cette idée d'atteindre progressivement une partie, de transcender progressivement une chose et de devenir progressivement libre. Pour moi, la liberté n'est pas une question de temps. Il n'y a pas de demain où nous serons libres de l'envie, où nous acquérons une certaine vertu. Et s'il n'y a pas de lendemain, il n'y a pas de peur non plus, il n'y a qu'une vie complète maintenant. Le temps a cessé d'exister complètement, et il n'y a donc pas de formation d'habitude. Avec le mot « maintenant », je me réfère au cadeau immédiat. Et cet état immédiat n'est pas une relation avec le passé, pas une empreinte de l'avenir.
Il n'y a qu'un moment de perception totale. Toute notre attention est là, dans le maintenant. Certes, chaque existence est dans le présent. Vous voulez ressentir une immense joie et une souffrance intense, peu importe. Tout cela ne se produit que dans le présent immédiat. Cependant, par la mémoire, l'esprit accumule l'expérience du passé et le projette à l'avenir. Conscience de votre propre esprit. Notez comment il fonctionne, car il peut aller trop loin. Pouvons-nous libérer du passé? Le passé, en fait, est l'essence de l'habitude, composée de toute connaissance, souffrance, insulte, d'innombrables expériences que vous avez eues, non seulement individuellement, mais aussi racialement et collectivement. Vous devez vraiment sortir de cette structure du passé psychologiquement. Parce que sinon, il n'y a pas de liberté. Mais vous ne pourrez pas faire s'il y a dans votre esprit l'idée de continuité. Pour la plupart d'entre nous, la continuité compte beaucoup. Mais, après tous les comptes, la continuité dans les relations sont une simple habitude. C'est la continuité de la pensée qui soutient les limites de l'esprit. Et est-il possible de détruire, dans une explosion, cette idée de continuité et d'être libre du passé? Si nous ne sommes pas libres du passé, il n'y a pas de liberté, car l'esprit n'est donc jamais nouveau, frais et indemne. Seul l'esprit nouvel et innocent est gratuit. La liberté n'a rien à voir avec l'âge de la personne. Cela n'a rien à voir avec l'expérience. Et il veut me sembler que l'essence même de la liberté réside dans la compréhension de l'ensemble du mécanisme, de l'habitude consciente et inconsciente. La question n'est pas de mettre fin à l'habitude, mais avant qu'elle ne voie complètement la structure, vous devez observer comment se former les habitudes et comment, en rejetant une habitude ou une résistance, une autre habitude se forme. Le pertinent est d'être totalement conscient de l'habitude, car alors, comme vous le verrez, il n'y a plus de formation d'habitude. Résister à l'habitude, le combattre ou le rejeter, ne peut vous donner que vous donner continuité. Quand il combat une habitude, cela lui donne plus de vie. Et aussi la bataille elle-même devient une nouvelle habitude. Mais s'il est simplement conscient de toute la structure de l'habitude, sans aucune résistance, alors elle en sera libre, et que dans cette liberté il y a une nouvelle chose. Il est terne, somnolent, qu'il crée l'habitude et s'y accroche. La personne, tentative de tentative de tentative, attentive à ce qu'il dit lui-même, attentif aux mouvements de ses mains, ses pensées, ses sentiments, ne forme plus des habitudes. Il est très important de comprendre cela. Parce que, évidemment, alors que l'esprit s'engage à briser une habitude et avec ce propre processus, créant une autre habitude, il ne peut jamais être libre. Ce n'est que l'esprit libre qu'il peut percevoir quelque chose au-delà de lui-même. Cet esprit est religieux. Ceux qui se limitent à assister à l'église, à réciter des prières, à prendre des dogmes ou à abandonner une secte pour entrer dans un autre, n'a pas d'esprit religieux, mais simplement rejeté. Le religieux est l'esprit libre. Et l'esprit libre est dans un état d'explosion constante. Et, dans cet état d'explosion constante, il y a la perception de cette vérité qui va au-delà des larmes, de la pensée et de toute l'expérience. Peut-être pouvons-nous maintenant débattre ou poser des questions sur ce que nous avons parlé ce matin. Question. Pendant des siècles, l'esprit cherche sa propre conservation. Et vous dites que l'esprit qui cherche à vous protéger est incapable de voir le vrai. Peut-être que votre esprit différera de l'esprit de ceux qui vous entendent. Dans ce cas, que devons-nous faire? Religion. Nous le connaissons tous. Nous avons tous ce cerveau qui cherche la conservation elle-même. Et nous l'avons hérité du passé. Maintenant, selon les biologistes, l'arrière du cerveau constitue le cerveau animal et est très actif, tandis que la partie antérieure n'a pas encore de développement. Cela ne signifie pas que je lis la biologie, mais j'ai des amis qui le font et m'ont dit que la partie antérieure du cerveau n'est pas entièrement développée et que le cerveau humain devait devenir animal pour quelque chose de nouveau et de merveilleux. Mon désir est de souligner que pour réaliser tout l'esprit, qui inclut le cerveau limité, le temps n'en est pas nécessaire, l'esprit intégral est quelque chose qui doit être compris. On ne peut pas spéculer sur vous,
car ce n'est pas une simple idée religieuse, comme l'idée de Dieu, ou l'idée de l'âme, ou l'idée du ciel. Et nous pouvons sauter sur cet état d'esprit limité, qui est le produit du passé, et développer dans le temps, directement vers le intemporel, le complexe, le total. Est-il possible de passer de limited à unlimited? C'est la question. Je dis que c'est possible, mais cela devrait être en train de rompre avec le passé. Il est nécessaire que l'énergie extraordinaire dont je parle, et qui n'est pas le résultat de l'ajustement, de la résistance et des conflits. La personne doit être pleine de ses propres instincts animaux, conscient de la peur, de l'ambition, des recherches inspirées du désir. Il est nécessaire de prêter toute l'attention à tout cela. Il est ainsi découvert que le temps, en tant que facteur d'évolution, cesse d'exister. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'évolution, car en fait là-bas, mais vous aurez dépassé les frontières du temps. Le temps ne sera plus un moyen d'atteindre une partie, un moyen d'atteindre progressivement le sublime, la plus haute forme de création. Lorsque cet accomplissement explosif de l'attention totale est vérifié, le cerveau, toujours très actif, dans l'empressement à acquérir, devient silencieux. Cette immobilité est nécessaire pour surmonter le processus de temps. Notez que la tranquillité du cerveau fait partie de la méditation. Je ne veux pas discuter maintenant de la méditation. Faisons-le bientôt. Mais nous devons réaliser l'importance de se taire du cerveau, car cela signifie être exempt de la structure psychologique de la société. La structure psychologique de la société est encore animale. Cela rend le cerveau ambitieux, passionné, envieux, jaloux, attaché. Dans de telles conditions, le cerveau ne connaît pas l'amour. Il peut renforcer un homme ou une femme dans ses bras, peut se marier. Tenez la main d'un ami, faites quoi que ce soit. Mais il n'y aura pas d'amour alors que le cerveau constitue toujours une partie du passé animal, qui constitue la structure psychologique de la société. Comprendre cette structure en nous-mêmes fait également partie de la méditation. Et si vous y arrivez, vous constaterez qu'avec cette compréhension, il y a une immensité, une impulsion créative, qui n'a rien en commun avec les livres d'écriture, la poésie ou la peinture, ni avec aucune des absurdités et exigences enfantines d'une société dans laquelle elle s'y attribuait à la gloire. C'est une création qui se produit dans l'immeurable, l'aboutissement de l'existence, mais telle ne sera réalisable que lorsque la structure animale, que la structure psychologique de la société a été rejetée. Ce qui signifie que l'esprit, le cerveau, n'est plus ambitieux, attaché, dépendant, ne veut plus remplir, ne veut plus être quelqu'un, ne cherche plus de puissance, de position et de prestige. J'ai répondu à votre question, monsieur. L'auditeur m'a donné quelque chose sur ce qu'il faut penser. Krishnamurti, n'y pense pas, monsieur. Penser à une chose implique du temps. Vous dites, je ne m'en rends pas compte maintenant, mais je vous réfléchirai sur vous, et je le saurai plus tard. La pensée ne vous fera rien réaliser. La pensée ne vous donnera pas la compréhension. Au moment où vous dites que vous pensez à quelque chose, vous créez la structure de « pour l'instant, j'essaierai » et il est alors complètement perdu. L'important est d'écouter avec tout votre être. Et ceci, c'est vraiment notre difficulté. Écouter avec tout l'être. Il s'agit non seulement d'écouter les paroles de l'orateur, mais aussi de voir immédiatement la vérité ou le mensonge de ce qu'il dit. Et cette écoute nécessite une énergie extraordinaire. Il ne s'agit pas d'essayer pour l'instant. Soit la personne écoute tout son être, soit écoute. Si vous entendez avec tout votre être, vous verrez qu'une explosion intérieure se produira. Non demain, ou en fin de compte, cependant, instantanément. C'est ce dont j'ai parlé, cette transformation explosive qui doit être vérifiée dans le présent immédiat. Notez que si vous y pensez, toutes vos réactions défensives entrent en jeu. Et donc il continue de s'adapter au modèle de son existence quotidienne pour se soumettre à ce modèle.
chaque fois que cela ne le rejette pas. Et tout cela peut faire. Faites le tour, et plus les tours, à l'infini. La pensée n'est donc pas l'instrument de la perception. Ce n'est pas la dynamite qui détruira le passé. Tu dois donner votre cœur lorsque vous écoutez. C'est ce que je veux dire? Vous devez donner votre cœur lorsque vous écoutez. Et pas simplement écouter des mots avec l'intellect. Une personne peut être extraordinairement subtile, capable de parler avec l'éloquence, citer de nombreux livres, mais rien de tout cela ne fera le miracle. Le miracle est totalement dans l'écoute. Question. Que signifie le titre de votre livre, La première et la dernière liberté? Réponse. Je vous conseille de demander à l'éditeur de livres, car c'est celui qui a souhaité ce titre. Monsieur, nous traitons du sujet sur lequel nous parlions ce matin, parce que nous avons tous beaucoup d'habitudes. Quand nous disons « je réfléchirai à cela », c'est une réaction habituelle, n'est-ce pas? Question. L'habitude ne correspond-elle à rien? Non. La technique n'implique-t-elle pas l'habitude? Réponse. Oui, monsieur. Mais pourquoi posez-vous cette question? Chaque technique, bien sûr, implique l'habitude. Si je veux apprendre à conduire une voiture, j'ai besoin d'obtenir la technique de début de départ, de faire les modifications, etc. Je dois pratiquer chacune de ces choses jusqu'à ce qu'elles le soient clairement, naturellement. Et cela compte l'habitude. Mais nous ne parlons pas des habitudes mécaniques inhérentes à la pratique d'une technique. Nous nous référons aux habitudes de formation du mécanisme mental. Question. Pouvez-vous dire autre chose sur les habitudes inconscientes? Réponse. En général, nous ne sommes pas enterrés de nos habitudes. Ils sont donc devenus inconscients. Au moment où nous réalisons une habitude, nous le déchirons de l'inconscient, non? Si chaque fois que j'hésite à une chose avec votre tête, ne sachant pas que je le fais, si cet acte est automatique et que je n'en suis pas conscient, alors, évidemment, c'est une habitude inconsciente. Mais, tant que je deviens pleinement conscient de cette habitude et que je ne lui résiste pas, mais je l'observe, alors il a été déchiré par l'inconscient. C'est maintenant parce que nos habitudes, en règle générale, sont inconscientes que nous ne les détruisons pas. Si nous avons l'habitude de mener une voiture, nous allumons instinctivement le moteur et conduisons le levier du changement sans appliquer de réflexion. L'habitude inhérente à la technique. Mais en général, nous sommes tout aussi inconscients sur la façon dont nous procédons avec nos semblables. Lorsque nous traversons une rue très animée, nous ne remarquons pas lorsque nous poussons quelqu'un, etc. La question, par conséquent, est de savoir comment nous sommes pleinement conscients de toutes les habitudes et cultes animaliers qui, en partie, nous ont été imposés par la société et en partie par nous-mêmes, nous cultivons inconsciemment. Comment allons-nous entreprendre ce travail? Individus et hindous, chrétiens, allemands, russes, suisses, américains, et etc., avec l'ensemble respectif d'habitudes dont il est généralement inconscient. Et comment l'individu peut-il percevoir ce conditionnement? Comment pouvez-vous réaliser l'inconscient? Où est cette énorme série d'habitudes dévoilées? Comment scientifique du modèle inconscient qui en vous est profondément enraciné? Cherchera un psychanalyste, vous payant 50 ou 100 livres, ou quel que soit le prix, afin que cela vous tire le modèle de l'inconscient. Cela progressera-t-il? Ou allez-vous vous analyser? Qu'implique le processus d'auto-analyse? Lorsqu'il est analysé, il y a division entre l'observateur et l'objet observé, n'est-ce pas? Et l'observateur est aussi conditionné que ce qu'il observe, après le conflit entre eux, entre l'analyste et la chose analysée. L'analyste est sujet à interpréter à tort ce qu'il imagine et résiste à une habitude donnée ou cherche à la transformer en fonction de ses propres idiosyncrasies et ainsi de suite, ne donne donc plus de force à l'habitude. Par conséquent, l'auto-analyse n'est pas si peu la façon de suivre. Que faire alors? Soyez présents que nous parlons de la façon d'ouvrir le livre de l'inconscient, afin que tout son contenu soit mis en lumière. L'analyse du professionnel n'est pas la bonne façon de l'ouvrir, à moins qu'il n'ait de l'argent et des loisirs, et un si énorme intérêt à s'adapter à la société qui est disposée à recourir à ce type de divertissement. Et comme je l'ai expliqué, l'analyse introspective n'est pas non plus la bonne façon.
Si cela est clair, que fera l'auditeur? Rien. Krishnamurti. Et qu'est-ce que cela signifie, monsieur? N'êtes-vous plus enchevêtré dans cette idée fallacieuse de l'analyse? Ce n'est qu'alors que l'observation, n'est-ce pas? Il n'y a que l'état de voir, sans traduire ce que vous voyez. Vous ne voyez donc que... Mais généralement, que nous arrive-t-il lorsque nous nous voyons exactement comme nous? Si je me rends compte que je suis brutal, grossier, mesquin, plein de vanité, je me sens déprimé. Je dis « Oh, quelle horrible chose !» et je me mets en agitation en essayant de modifier. Cette tentative de modification des choses, cette tentative de faire quelque chose, est toujours dans le domaine de l'analyse. Mais si, au contraire, j'observe sans choix, et cela signifie être observé négativement, il n'y a plus de série d'analyse de l'inconscient. Je suis complètement hors du sol d'analyse parce que j'ai brisé le modèle. L'important est de rompre avec cette habitude de conditionner le mœurs. Et presque tous d'entre nous pensons que nous pouvons le briser à travers l'analyse, soit fait par nous-mêmes ou dans un autre. Mais ce n'est pas possible. Le mur de l'habitude ne peut être brisé que lorsque la personne est complètement consciente, sans choix et négativement vigilant. Seigneur, quand il voit soudainement une montagne dans toute son immensité et sa beauté, ses hauteurs imposantes et ses abysses, que pouvez-vous faire à propos de ce spectacle? Rien. Absolument. Vous le contemplez, n'est-ce pas? Mais que se passe-t-il habituellement? Vous regardez la montagne dans une seconde rapide, puis dites « Waouh, comme c'est beau !» Et avec cette verbalisation très, elle ne le regarde plus. Il y tourne déjà le dos. Si vous regardez vraiment une certaine chose, votre esprit devient très calme. Parce que, alors, il ne juge plus, il ne traduit plus ce qu'il voit en termes de comparaison. Regardez, et c'est ce que je comprends pour observer négativement. Et si vous pouvez vous regarder de cette manière, toutes les habitudes et conditionnements inconscients seront réduits à une chose qui, par compréhension directe, éliminera complètement. Ce ne sont pas de simples mots. Essayez-le et voyez-vous et vous le prouverez. Ici, totalement, et non par des fragments. Nous parlons de la vie de Wall Street, de la vie de la ville, de la vie de l'ermite, et ainsi de suite. Nous avons donc parlé pendant des années et des années. N'est-ce pas aussi une habitude? Faire face à la vie et faire face dans son ensemble et non fragmentaire. Et cela ne peut faire que lorsque vous vous connaissez. C'est parce que vous ne connaissez pas tout le processus de vous-même qui divise la vie en fragments et perpétue ainsi les conflits et la souffrance. Un tout harmonieux ne peut pas être construit en rassemblant des fragments, mais avec la connaissance de soi, il y a une plénitude et un sentiment de totalité. Ce que tu viens de regarder n'était pas juste une vidéo, c'était un exercice de présence. Si tu es resté jusqu'ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui est plus éveillé. Commente ce qui t'a le plus marqué, ce qui est resté avec toi, et partage avec quelqu'un qui apprécie aussi ce genre de conversation. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.